Europe 1. Le journal de 7h avec Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Emmanuel Macron voulait une place pour l'Europe dans le règlement du conflit ukrainien. Faveur accordée par Donald Trump, le président américain annonce qu'il recevra son homologue français à Washington ainsi que le Premier ministre britannique lundi ou mardi prochain a priori. L'Ukraine, il en sera question aussi ce matin à l'Elysée avec les chefs de partis politiques. Arthur Delaborde. Affaibli sur le plan intérieur depuis la dissolution, Emmanuel Macron tente de reprendre la main avec son domaine réservé, l'international, avant de s'envoler vers Washington la semaine prochaine pour parler du dossier ukrainien avec Donald Trump. Il veut évoquer face au patron des partis politiques tout à l'heure les initiatives qu'il compte prendre pour continuer à soutenir Kiev. Il veut aussi insister sur la menace existentielle que constitue à ses yeux la Russie. On est curieux d'entendre ce que le président a à dire après 3 ans de naufrage diplomatique, tacle un poids lourd du RN. Parmi les questions sur la table, l'envoi des troupes au sol soutenu par Emmanuel Macron, sujet qui irrite une large partie de la classe politique. Le déploiement de militaires occidentaux en Ukraine avait d'ailleurs déjà été au cœur de rencontres des chefs de parti autour du président il y a 1 an. À l'époque, loin de l'union nationale, la quasi-totalité des oppositions avait critiqué des propos va-t-en-guerre d'Emmanuel Macron. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Donald Trump qui continue d'imposer un train d'enfer au dossier ukrainien en multipliant les déclarations. La dernière en date hier soir, Moscou a les cartes en main dans les négociations sur la fin du conflit, dit-il. Message probablement arrivé jusqu'à Kiev, où le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit rencontrer l'envoyé spécial de la Maison-Blanche, Keith Kellogg. Au Proche-Orient, c'est un moment particulièrement pénible qui attend la société civile israélienne, la restitution des dépouilles de 4 otages. Moment tellement éprouvant qu'il a justifié cette prise de parole en amont du Premier ministre Benyamin Netanyahou. Nous ramenons chez nous 4 de nos chers otages, morts, des héros tombés au champ d'honneur. Nous soutenons les familles et le cœur de toute une nation est brisé. Mon cœur est brisé et le vôtre aussi. Le cœur du monde entier devrait également être brisé, car nous voyons ici à qui nous avons affaire, ce que nous affrontons, le genre de monstre auquel nous sommes confrontés. Nous sommes en deuil, nous pleurons, mais nous sommes également déterminés à faire en sorte qu'une telle tragédie ne se reproduise plus jamais. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, 4 otages morts, dont 3 membres de la famille Bibas, à savoir les enfants Kfir et Ariel, ainsi que leur mère Shiri. Ce que l'on redoutait est donc confirmé. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv, cette famille symbole aura donc perdu la vie en captivité aux mains des terroristes du Hamas. Oui, l'information a été confirmée hier dans la soirée. Les corps de Shiri Bibas, 32 ans, et de ses enfants Kfir, 1 an, et Ariel, 5 ans, les plus jeunes des otages capturés le 7 octobre 2023, seront restitués aujourd'hui à Israël. L'espoir n'est donc plus permis sur le sort de cette famille qui avait bouleversé en Israël et au-delà, mais les proches demandent qu'aucune conclusion définitive ne soit établie avant l'identification formelle des corps. Une autre dépouille mortelle sera restituée aujourd'hui, celle d'Odel Lifshitz, un homme de 83 ans, originaire comme les Bibas du kibbutz Nir Oz. Les corps seront remis par le Hamas aux employés de la Croix-Rouge dans la matinée, puis ils seront confiés à l'armée israélienne qui organisera une cérémonie militaire et religieuse en l'honneur des défunts. Enveloppés du drapeau national, les 4 cercueils seront par la suite transférés à un institut médico-légal du centre du pays. Le processus d'identification des corps prendra plusieurs heures jusqu'à une journée entière. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Et alors que la première phase de ce processus de cessez-le-feu est sur le point de s'achever, le Hamas se dit prêt à libérer tous les otages restants dans la bande de Gaza à l'occasion de la phase 2. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h04. Mal élu, mais élu quand même. Richard Ferrand va succéder à Laurent Fabius à la présidence du Conseil constitutionnel. La nomination validée à 1 voix près par la commission des lois du Parlement grâce à l'abstention du Rassemblement national. Colère de la gauche et de la droite qui dénoncent un deal secret entre la Macronie et le RN. Mais pourquoi donc, Alexis de la Fontaine ? Eh bien, le Rassemblement national se dit rassuré par l'audition de Richard Ferrand, notamment sur l'utilisation du référendum sur l'immigration ou la suppression du droit du sol. Le nouveau président du Conseil constitutionnel a confirmé qu'il ne devrait pas s'y opposer à l'avenir. Nous pourrons donc appliquer notre programme, indique un proche de Marine Le Pen. Et le député RN Brian Masson donne une autre explication. Vous savez, on a eu accès à la liste des possibles successeurs à Laurent Fabius. Et entre Éric Dupond-Moretti
ou Christiane Taubira, il fallait faire le choix du moins pire. Les Républicains et la gauche s'insurgent contre le choix du Rassemblement national. Ils accusent Marine Le Pen d'avoir conclu en secret un accord avec Richard Ferrand. En échange de cette abstention, le président du Conseil constitutionnel interdirait l'inéligibilité immédiate, une menace qui plane directement sur Marine Le Pen dans l'affaire des assistants européens. Mais l'entourage de l'ancienne candidate à la présidentielle dément fermement ces accusations et assure ne rien attendre de Richard Ferrand. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Autre élection, elle concerne la présidence des Républicains. Gérard Larcher votera Bruno Retailleau, un homme sincère qui a une vision pour la France, dit le président du Sénat. Pas étonné par le regain de notoriété du ministre de l'Intérieur, entretien accordé au Figaro. À 2 jours de l'ouverture du Salon de l'agriculture, le gouvernement en passe de tenir sa promesse sur le vote de la loi agricole. Le projet de loi adopté tard hier soir à l'Assemblée nationale malgré l'opposition de la gauche. Le texte part maintenant au Sénat pour adoption définitive. Pas sûr que cela calme la colère qui couve dans les champs. Reportage Charles Lhuillier. Florian Marronez, éleveur de 59 ans en Haute-Garonne, n'ira pas au salon cette année, presque un geste politique. Moi je boycotte ce salon parce que le monde agricole est quand même très déçu de notre gouvernement. Rien n'a changé. Et ne lui dites surtout pas que le contexte politique 2024 très agité est à l'origine de ces lenteurs. Un pays, on ne doit pas faire du stand-by en disant « Hop là, il n'y a plus de gouvernement ». Nous, on a continué à faire notre métier. Eux, ils ont qu'à continuer à faire le leur. Un métier plus dur encore que l'an dernier pour lui. Entre épidémie dans son cheptel, aléas climatiques et surtout problème de trésorerie. J'avais un problème de 9 000 €. J'ai vendu mes bêtes pour joindre les 2 bouts à la fin de l'année pour payer mes dettes. Attendez, un agriculteur sur 3 est endetté. Alors, je ne suis pas étonné s'il y a des confrères de la coordination rurale qui, eux, réagissent mal. L'ACR qui, en effet, fera tout pour se faire entendre à ce salon, peut-être comme l'an dernier. Karine Duc, coprésidente du syndicat en Lot-et-Garonne, n'exclut rien. On ne peut pas passer ce salon comme s'il ne s'était rien passé. Il faudra que le président de la République, avec des actes signés, s'adresse à nous. Emmanuel Macron attendu dès samedi au salon, ce sera tout sauf une promenade de santé. L'état d'esprit des agriculteurs du sud-ouest de la France, reportage Charles Lhuillier, correspondant d'Europe 1 dans la région. Le football, avec la fin des barrages retour de la Ligue des Champions, il y aura 2 clubs français en 8e de finale. Lille, qualifié à l'issue de la première phase, et le PSG donc qui a survolé ses barrages. Victoire des Parisiens 7-0 hier soir contre Brest, Cyril de la Morinerie. Oui, la soirée a viré à la démonstration. Les Brestois ont coulé à partir de la 20e minute. Le PSG a commencé son festival. Au total, il y a eu 7 buteurs différents. 10-0 sur l'ensemble des 2 matchs. C'est un véritable naufrage, s'indigne le milieu brestois Pierre Lesmilou au micro de Canal+. Franchement, c'est dur. On savait que c'était mission impossible, mais on a été très décevants, voire même c'est un peu honteux de sortir de la sorte, quoi. On aurait pu sortir par la grande porte avec le chemin parcouru. Je suis pas rancunier, j'ai souhaité d'aller au bout parce que c'est vraiment une grosse équipe, mais perdre 7-0, c'est quand même limite une faute professionnelle. Brest gardera malgré tout un bon souvenir de la Ligue des Champions avec la visite du Real Madrid à Guingamp et la victoire contre le PSV Eindhoven. De son côté, Paris poursuit son ascension, mais gare à l'euphorie car le tirage au sort des 8e de finale aura lieu demain midi en Suisse et le PSG héritera soit du FC Barcelone, soit de Liverpool, actuellement en tête du championnat anglais. L'autre club français, Lille, connaîtra également son adversaire et affrontera Dortmund ou Bruges. Cyril de la Morinerie et puis le Real Madrid qualifié lui aussi 3-1, triplé de Kylian Mbappé. Allez, bonne réponse d'Anissa Dadi, incollable sur le foot. C'était le journal de Christophe Lamar. Merci Christophe. Il est 7h08 sur Europe 1. Dans un instant, l'édito éco d'Agnès Verdier-Molinier. L'ISF de retour l'an prochain, un impôt sur la fortune, nouvelle formule et dans les cartons de Bercy, Agnès tire la sonnette d'alarme à 7h20.